très très lourd. La deuxième a été prise en 2015, donc c'est vraiment les deux clichés qui existent. Et cette photo, en fait, enfin, ces deux photos vous montrent que finalement c'est très beau. Et pourquoi c'est très beau? C'est très beau parce que c'est là où nous sommes, voilà. C'est grand. Nous sommes tous sur cette photo, hein. La photo de 2015, on peut dire que tout le monde est sur cette photo. Au moment où ça a été pris, on était là, tous ensemble. Donc c'est beau le peuple de la Terre. Le peuple de la Terre vit sur cette planète-là. Voilà, nous sommes tous là. Et c'est beau aussi, parce qu'on peut discuter de la beauté de la chose, mais ce qui est beau, c'est la prouesse technique. Parce que la photo de 2015 a été réalisée avec un appareil photo de 4 mégapixels, c'est-à-dire un appareil photo standard, en fait, qui a été monté sur un satellite. Donc on peut dire que le peuple de la Terre est un peuple très évolué, parce qu'ils ont réussi à faire un selfie de la Terre. Donc l'être humain a l'air très très évolué, parce que pour faire ce genre de prouesse, il faut être très, très évolué. Et pourtant, l'est-il vraiment? Voilà, le peuple de la Terre habite dans 197 pays reconnus par l'ONU. Il y a un peuple par pays, parfois il y a plusieurs peuples par pays. Donc le peuple de la Terre a pour singulière caractéristique d'avoir beaucoup de différences. Pourtant, ce peuple si évolué ne s'est toujours pas mis d'accord sur un drapeau qui le représente. Vous voyez, la première tentative a eu lieu en 1913. Ça, c'est le premier drapeau qu'on a réalisé pour représenter la Terre et son peuple. Alors, vous voyez les 7 bandes sur le côté, à gauche, représentent les 7 continents. Et l'essoreuse à salade, là, à peu près, là, c'est la Terre. La deuxième tentative a été faite en 1947, c'est le drapeau de l'ONU. Alors, le drapeau de l'ONU représente tous les pays de la Terre et tous les peuples de la Terre. Et pourtant, il n'est pas reconnu comme étant le drapeau du peuple de la Terre. Donc vous pouvez voir tout de suite que le peuple de la Terre est définitivement un peuple bipolaire. La troisième tentative a été faite en 70. C'est un agriculteur de l'Illinois qui a proposé ce drapeau. Alors le rond bleu, à côté du rond blanc et du machin jaune, là c'est la Terre. Et c'est un design qui a été fait en 1970. Aujourd'hui on appelle ça du flat design, c'est très à la mode. Bonjour madame. La quatrième tentative, c'est la photo de la NASA. Voilà, on a pris la photo de la NASA, mais ça n'a pas marché parce que forcément on ne voit qu'une partie de la Terre, il y a la partie cachée. Mais le plus intéressant, c'est celui-ci, qui a été proposé en 1988, c'est le drapeau de tous les drapeaux. Alors là, vous voyez déjà se dégager une grande image de bordel dans l'humanité. Voilà, un bordel de couleurs, un bordel de symboles. Voilà. Si on vous propose le poste de ministre des Affaires étrangères, refusez tout de suite, hein, parce que c'est ça vos dossiers, voilà, si vous voulez gérer ça. Cette proposition a été faite par des Suédois. C'est un peu plus poétique, ça représente une rose et les anneaux, il y a 7 anneaux qui représentent les 7 continents qui sont imbriqués les uns dans les autres. Mais la proposition la plus perspicace a été réalisée par une série américaine qui s'appelle Futurama, qui, certains de l'évolution humaine, proposent ce drapeau comme drapeau de l'humanité. Donc, engoncés dans leur pays, les peuples de la Terre n'ont pas encore de représentation consciente, matérielle, symbolique d'être le peuple de la Terre. Ce qui est quand même très étrange. Pourtant, il y a une circonstance où les peuples disparaissent, les drapeaux disparaissent, et les peuples de la Terre réagissent comme s'ils étaient un seul peuple. Et cette circonstance, c'est lors des catastrophes, des grandes catastrophes, des tsunamis, des tremblements de terre. Là, tous les peuples se mobilisent, les peuples se fédèrent, la solidarité humaine s'organise.
lors du tsunami de 2014, qui a fait 230 000 morts et 2 millions de personnes déplacées, sans abri, il y a eu 13,6 milliards de dollars qui ont été récoltés en un an. Donc 13,6 milliards, c'est la dette de la Tunisie, hein, en un an. Même Patrick Bruel a vendu les droits de ses disques, on sait dire. En tout cas, durant cette période, les USA, la Syrie, l'Israël, l'Irak, l'Iran, tous les pays se sont mobilisés et ont oublié leurs différences pour une fois. Donc il faut qu'il y ait une catastrophe inhumaine pour que l'humanité s'humanise. Donc l'inhumain créant de l'humain dans une exaltante alliance des contraires. Voici les images que donne Google lorsqu'on cherche des images du tsunami de 2004. Voici les images que nous propose Google. Voici cette image, elle est très très intéressante, c'est en Malaisie. Donc vous voyez deux parties, vous voyez des gens normaux qui fuient devant le danger, donc ce qui est tout à fait normal, et puis des gens qui restent très très cool face au danger, notamment ce touriste là, qui voyant la vague arriver n'a pas l'air vraiment très inquiet. Il doit être un grand nageur, c'est sûr. Donc voici les images du tsunami de 2004. En fait, voilà le genre de vague qui a fait des millions de morts. Vous voyez ? Donc quand on recherche des images du tsunami via Google, on s'aperçoit que environ 30% des images qu'ils nous proposent sont truquées. Elles sont truquées, mais en tout cas, ce sont les images les plus spectaculaires et ce sont certainement les images qui vont marquer nos inconscients et qui vont créer des représentations que nous nous faisons des choses, qui vont construire en fait nos archétypes, comme dirait un psychanalyste jungien, et nous allons tous avoir la même vision des choses finalement. Et si justement nous finissions par avoir tous la même vision des choses, tous le même point de vue. Alors l'exposé que je vais faire devant vous est une opération culturo-promotionnelle qui vise à vous faire acheter quelque chose dont vous n'avez absolument pas besoin pour vivre, c'est-à-dire mon livre, Roman 2.0. Donc je vais essayer de vous manipuler pour vous faire acheter ce livre, avec des techniques plus ou moins modernes, mais sans jamais vous parler du livre, de mon livre. Mais je vais plutôt vous parler d'humanité, de manière à ce qu'en achetant mon livre, vous ayez l'impression d'avoir accompli un acte humaniste. Donc je vais commencer par un avertissement. Cet exposé est bien sûr de parti pris, il est partisan, il est non objectif, et il verse parfois dans le mensonge, parce que cet exposé a été composé grâce à Google. Donc nous allons voir l'évolution de l'homme des cavernes à l'homme dans sa caverne. Il y a 300 000 ans, la plupart de nos ancêtres humains se baladaient avec ceci. C'est un silex biface, et ça c'était le top de la technologie de l'époque. Et il servait, ce silex biface, à faire tout ce qui était essentiel à la survie, c'est-à-dire faire du feu, couper, casser, tailler, tuer. Il était inimaginable à un homme des cavernes de sortir de sa caverne sans son biface. C'était impossible. Dans 3 ans, 50% de l'humanité va se balader en permanence avec le summum de la technologie de notre époque, c'est-à-dire un smartphone, donc essentiel à la survie, qui est un peu différente aujourd'hui, qui est de mémoriser, de s'informer, de communiquer et surtout de tuer le temps. Donc du biface en pierre au biface électronique, il s'est passé environ 300 000 ans. Et nous allons survoler cette évolution ensemble. Donc commençons au temps 0.0, au temps où l'humain arrive sur Terre. Donc en ce temps-là, l'humain est très très vulnérable. Comme vous pouvez le constater, il n'a ni griffes, il n'a ni dents à serrer, il n'a pas de fourrure, il ne monte pas très bien aux arbres, il ne sait pas reconnaître une plante comestible d'une plante vénéneuse, sauf après une bonne gastro, et il ne court pas très vite. Le plus rapide des humains, donc Usain Bolt, court à la vitesse du dromadaire. Donc l'humain est vraiment très désavantagé dans la nature et il n'a aucune qualité. Voilà. C'est l'homme sans qualité. Alors pourquoi est-il sans qualité ? Alors voilà ce qu'on expliquait il y a 2800 ans
aux gens qui se posaient la question, mais pourquoi l'homme est-il le seul animal de la création à avoir si peu de qualité? Voilà ce qu'on expliquait aux gens il y a 2800 ans. Alors c'est une jolie histoire, je vais vous la raconter. Donc c'est Zeus, le roi des dieux. Alors le roi des dieux s'ennuyait. Donc pour passer son ennui, parce que vous savez, un dieu est immortel, donc l'éternité c'est très long. Donc pour se distraire, il demande à Prométhée, un autre dieu, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup de dieux, de créer les hommes, enfin les humains. Donc à partir d'un peu de boue, l'homme s'est mis debout. Et Prométhée avait un frère qui s'appelait Épiméthée. Alors Épiméthée, c'est un peu le frère un peu idiot, qui réfléchit pas trop à ce qu'il fait, il agit de façon instinctive. Et Épiméthée voulait participer à cette grande création. Donc ils se sont un peu partagé la tâche. Donc Prométhée allait s'occuper des êtres humains, et Épiméthée, son frère, allait s'occuper des animaux. Mais dans sa fougue, Épiméthée a distribué toutes les qualités aux animaux. Et pour l'humain, eh ben, il ne restait plus rien. Pas de bol. Mais Prométhée, qui a créé les humains, c'est le premier dieu humaniste, il adore les hommes. Et surtout, les techniques, on dirait aujourd'hui les technologies, à Athéna, pour les donner aux hommes, pour que l'homme puisse se construire ses qualités, pour qu'il puisse se défendre, pour qu'il puisse construire ses griffes, pour qu'il puisse se réchauffer, enfin faire des vêtements pour se réchauffer, pour qu'il puisse construire plein de choses, pour qu'il aille plus vite que tout le monde, pour qu'il se fasse lui-même ses propres qualités. D'accord ? Et donc l'homme, bien sûr, est devenu, grâce aux technologies, aux techniques volées aux dieux, il est devenu le dieu des animaux, il est devenu le dieu de la nature, et il a fini par se prendre pour le dieu sur terre. Donc en cambriolant les dieux, vous voyez bien déjà qu'il s'agit d'un recette de malfaiteur en droit. Voilà. Prométhée a volé les techniques qu'il a recélées avec les humains. Donc méfiez-vous de l'utilisation des technologies, c'est un crime. Et pour prouver que c'est un vrai crime, c'est-à-dire que Prométhée a été condamné à une très très lourde peine. Vraiment une très lourde peine. Il a été condamné à rester accroché à un rocher pendant toute sa vie, c'est-à-dire pendant toute l'éternité, puisqu'il était immortel. Et puis ça, c'est une peine incompressible. Et il a eu une seconde peine, c'est pour vous dire l'ampleur de son forfait. Il a été condamné à ce qu'un aigle lui dévore le foie toutes les nuits et que son foie repousse tous les jours. Et ça pendant l'éternité. Donc vous voyez un peu la souffrance. C'est très très dur comme peine. Et les hommes, eux, ont aussi été condamnés. Ils ont été condamnés au travail. Parce que jusqu'ici, en fait, les humains profitaient de ce qu'on appelle l'âge d'or. Et l'âge d'or, c'est quand tout tombe des arbres. Voilà, la nourriture, les vêtements, tout ce dont a besoin l'homme. Et donc ça, c'était offert par les dieux. Donc les dieux finissent. On coupe la pompe, si j'ose dire. Donc les gens sont condamnés au travail. Et le travail, vous savez que ça vient d'un mot qui est un mot latin, qui est tripalium. Et tripalium, c'est un instrument de torture. C'est l'instrument que vous voyez à droite. Donc le travail est une torture, est une condamnation. Je vous raconte la fin de l'histoire, c'est ça qui est le plus amusant. Finalement, la sanction est un peu adoucie par Zeus. Donc l'aigle, hop, on l'enlève, parce que ça faisait quand même un peu dur. Par contre, le fait qu'il reste accroché à son rocher jusqu'à la fin des temps, ça, Zeus ne pouvait rien faire. C'est une peine incompressible, parce que chez les Grecs, les dieux sont soumis à des lois. Ils ne sont pas tout puissants, ils ne font pas tout ce qu'ils veulent. Donc, que fait Zeus? Il prend un morceau de la chaîne et un morceau de rocher qu'il encastre, comme ça, et il le passe au doigt de Prométhée, qui ainsi reste accroché à son rocher pour l'éternité. Et c'est depuis qu'on porte des bagues, voilà, en souvenir de ce premier dieu humaniste qui nous a donné les technologies pour pouvoir survivre. Voilà, c'est une histoire qu'on peut trouver chez Hésiode. C'est un très joli livre où il y a plein d'histoires comme ça qui expliquent l'humanité. Mais revenons à la réalité et revenons à ce qui se passe réellement. Quelle est la technologie dont bénéficie l'homme 0.0 ?
eh bien, il bénéficie d'un cerveau humain. Alors, le cerveau humain est une énorme machine. Il a une capacité mémoire de 2,5 millions de gigaoctets. Là, on a tous, en gros, 2 millions de gigaoctets dans nos têtes. On a une vitesse du processeur qui est de 50 mètres par seconde, c'est-à-dire que l'information dans le corps humain circule à 50 mètres par seconde. C'est-à-dire qu'au moment où vous aurez envie de vous lever et au moment où vos pieds vont s'activer, il va se passer, l'information va se transmettre à 50 mètres par seconde. C'est-à-dire que si vous mesurez comme moi 2 mètres, eh bien l'information va circuler en 0,04 secondes. Donc c'est de l'instantané. Et donc la rame, bon, bah, c'est selon les individus. Il y a des gens qui rament, puis des gens qui sont très vifs. Hein, mais vous savez que dans tout système, il faut toujours rajouter un peu de rame. On n'en a jamais assez. Et il faut surtout un logiciel, un OS, un operating system, pour que ça fonctionne. Alors le premier logiciel inventé par l'homme, eh bien c'est le langage. Alors le langage, c'est très simple, ce sont des sons qui, mis bout à bout, donnent des mots, et chaque mot correspond à une chose ou à une idée. Donc c'est très simple. Et c'est un système alors qui est très très efficace, c'est-à-dire que grâce au langage, on va pouvoir enregistrer tout ce qu'on sait dans les cerveaux. Voyez, on va pouvoir graver tout le savoir dans notre cerveau. Parce que la mémoire, c'est ce qui a permis à l'homme de survivre. Ça lui a permis de transmettre tout ce qu'il sait, parce qu'à cette époque, bien sûr, les conditions de vie étaient très difficiles. Et la mémoire est la reine des muses, voilà, pour Baudelaire, elle est la meilleure nourriture de l'imagination. C'est quelque chose de très important, nous devons notre survie à la mémoire. Chez les Grecs, la mémoire, elle s'appelle mnémosine, c'est une déesse, c'est un peu comment on a un mot, c'est mnémotechnique, un procédé mnémotechnique qui permet de mémoriser les choses, ça vient d'elle. Et qui est-elle, cette mnémosine, cette mémoire? C'est la fille de Gaïa, la terre, et d'Ouranos, le ciel. Donc vous imaginez quand même, c'est une très belle histoire que la terre et le ciel s'accouplant pour donner naissance à la mémoire. La mémoire est un don du ciel et de la terre, c'est le fruit des premiers amours du ciel et de la terre. Alors le langage, comment, on ne sait pas trop quand il a été inventé, par contre on sait pourquoi. On sait pourquoi il a été inventé, et c'est le journal scientifique Nature qui a publié une étude, je crois l'année dernière. Le langage aurait été inventé pour transmettre cette technologie. Vous voyez, les gestes ne suffisaient pas pour se transmettre cet outil indispensable à la survie, donc l'humain a commencé à parler. Donc imaginez les premiers mots qui ont été prononcés. Mais en tout cas, l'homme a, une chose est sûre, c'est que l'homme a un désir irrépressible de communiquer, depuis très très longtemps. Ça, il ne peut pas s'en empêcher. D'ailleurs, voici une peinture rupestre qui date de 18 000 ans. Et on s'extasie toujours devant ces réalisations. Là, on se dit que c'est tout à fait magnifique. Mais est-ce qu'on se demande vraiment qu'est-ce qu'ils ont voulu exprimer? En fait, les gens qui ont peint ces choses-là voulaient tout simplement raconter leur vie, tout simplement. Voilà, c'est une façon de s'exprimer. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire? J'ai vu juste une grosse bête devant la maison. C'est tout. Ça, c'est une scène de guerre sur une peinture qui date de 14 000 ans. C'est une revendication politique. Les types qui nous lancent des cailloux, ils n'ont vraiment rien dans la tête. Non à la discrimination des humains. Celle-ci, aussi 18 000 ans. Aujourd'hui, j'ai fait les courses, il y avait trop de monde. Et celle-ci, vous voyez, celle-ci, c'est tout simple, c'est gros stuff hier chez les voisins, lol, triple lol. Vous voyez, donc nous n'avons pas vraiment évolué, en fait, nous avons juste modernisé un petit peu nos systèmes d'expression. Et entre une peinture rupestre et un mur Facebook, il s'est passé environ 20 000 ans. Donc pendant, grosso modo, 300 000 ans, voilà comment fonctionne le système. On se transmet du savoir,
et on le grave dans nos mémoires. Voilà. Je t'apprends quelque chose, tu t'en souviens et tu le transmets. Et c'est un système très efficace, parce que le cerveau a une capacité de stockage de 3 milliards d'heures de vidéo. Vous pouvez enregistrer 3 milliards d'heures de vidéo dans vos cerveaux, ce qui fait un film à peu près long de 300 ans. Donc c'est tout à fait remarquable. D'ailleurs, les enfants dans la Grèce antique connaissaient ce livre, connaissaient Homère par cœur, 27 000 vers, par cœur. Et Homère n'a pas écrit ce livre, parce que ce livre a été chanté. A été chanté pendant 4 siècles. Il a été commencé au 8e siècle, et en fait la retranscription de ce livre s'est faite au 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc pendant 4 siècles, les gens se sont transmis ce livre de mémoire en mémoire, sans oublier une ligne, 27 000 vers. Merci Saïda. C'est mon éditrice, donc, elle participe vraiment à mon... Hein, c'est sympa. Ok. Donc la mémoire est prodigieuse. On a une capacité mémoire qui est tout à fait prodigieuse, simplement on l'utilise de moins en moins, bien évidemment. Donc ce système va durer environ 300 000 ans. Donc la première mise à jour, c'est la mise à jour 1.0, c'est l'invention de l'écriture. Alors l'écriture, on ne sait pas trop quand ça a été découvert, peut-être 6 000 ans, peut-être 5 000 ans, peut-être 4 000 ans, on n'en sait rien. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'écriture vient de cette région, la Mésopotamie. Alors cette région-là, c'est l'Irak, la Syrie, la Jordanie. Vous voyez, c'est cette région-là. Donc en fouillant dans cette région, voilà, les chercheurs ont retrouvé cette tablette. Alors cette tablette, c'est une tablette sumérienne écrite en écriture pictographique. Vous voyez, donc chaque symbole, aujourd'hui on dirait des émoticônes. D'accord ? Moi voilà ce que j'ai trouvé sur ma tablette, c'est ma fille qui m'a écrit. Alors c'est très simple, hein. Hop, voilà. Salut papa, je vais bien. J'ai surkiffé les vacances en Tunisie. Elle est venue en Tunisie. Donc voilà ce qu'elle m'écrit. Donc vous pouvez constater qu'elle parle très bien le sumérien. Donc en voyant ça, on se demande vraiment si on ne fait pas un retour vers le primitif. Donc entre ça et ça, il s'est passé 5000 ans. Voilà. Alors bien sûr, quand l'écriture a été inventée, il y a eu, bien sûr, des gens comme moi qui étaient contre. Voilà. Dont Socrate, le philosophe star de l'Antiquité. Alors lui, il était absolument contre. Et il raconte cette histoire très intéressante du dieu Teut. Alors le dieu Teut, c'était un dieu égyptien. Et c'est le dieu qui a inventé les sciences des nombres, du calcul, la géométrie, l'astronomie et surtout l'écriture. Alors un jour, le dieu Teut vient voir le roi Tammuz, c'était le roi de l'époque, et il lui dit, écoute, j'ai trouvé un système super. Ça fait 300 000 ans qu'on enregistre des informations dans nos têtes, ça commence à ramer, voilà. En plus on oublie plein de trucs. Donc j'ai inventé un système qui est très simple, c'est un alphabet, voilà, avec des lettres en forme des mots, avec des mots en forme des phrases, et ces phrases, ces lettres et ces mots, on va les graver sur des supports. Comme ça, on n'oubliera plus jamais rien, puisque tout est enregistré. Alors que lui répond le roi Tammuz? Il lui dit, c'est le contraire qui va se passer. Au contraire, on va tout oublier. On va davantage faire confiance à ce qui est écrit, et qui peut être erroné ou manipulé, qu'à ce que nous avons vraiment en nous. Je vous lis exactement ce que raconte Socrate. Donc le roi Tammuz dit aux dieux, on ne peut produire dans les âmes, en effet, que l'oubli de ce qu'elles savent, en leur faisant négliger la mémoire. Tu donnes à tes disciples l'illusion qu'ils ont la science, et non la science elle-même. Quand ils auront en effet beaucoup appris sans maître, ils s'imagineront devenus très savants, et ils ne seront pour la plupart que des ignorants, des savants imaginaires au lieu de vrais savants. Voilà, Socrate n'a jamais écrit une ligne, bien évidemment,
Il a été condamné à mort pour subversion de la jeunesse, parce que la jeunesse, il ne faut surtout pas qu'elle pense. Et je pense, moi, personnellement, que Socrate a été victime du lobby de l'écriture, voilà, qui l'a fait condamner. Alors, on le voit ici prendre la ciguë sur un merveilleux tableau de David. Alors, comment marche l'écriture? C'est très simple. On a un support, et puis on a un logiciel, voilà, qui est gratuit, qui est utilisable par tous. Et les supports, alors bien sûr, ils sont très très nombreux. Ça peut être de l'écaille de tortue, de la pierre, du bois, du parchemin. Ça, ce sont les premiers disques de sauvegarde de l'humanité. Vous voyez, c'est très très impressionnant parce que quand on est en contact avec ça, on est en contact direct avec les gens il y a 300 000 ans. Enfin, il y a 6 000 ans, pardon. Et on peut savoir ce qui se passe dans leur tête. C'est absolument merveilleux. Donc malgré Socrate et malgré Tamous, malgré l'opposition, l'écriture se répand parce que c'est finalement très utile. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec l'écriture? On peut faire des choses extraordinaires. On peut écrire le Code d'Hammurabi. Le Code d'Hammurabi, c'est la première constitution humaine. Elle date de 1800 à peu près. Elle est conservée au musée du Louvre à Paris. Et il faut revenir un petit peu pour comprendre un peu qu'est-ce que ça signifie d'écrire un code pour tout le monde. En fait, nous ne sommes pas très loin de l'homme sauvage. L'humain naît en Éthiopie, a priori. Donc en Éthiopie, pourquoi est-ce qu'il quitte l'Éthiopie? L'Éthiopie, à l'époque, c'est la jungle. Et l'homme, vous avez vu, l'homme sans qualité, il ne peut pas trop se défendre. Donc il en a un peu marre de se faire bouffer. Donc il décide de traverser ce grand désert. Et pourquoi le désert? Parce que dans le désert, les bêtes sont beaucoup plus petites. Elles sont beaucoup moins féroces. Et puis on les voit surtout arriver de loin. Donc là, il se dit, bon, bah, c'est bien, j'ai une chance de survie. Mais bon, le désert étant un peu aride, il trace. Et il monte jusqu'en Mésopotamie, donc jusqu'en Syrie, Irak, Jordanie. Et pourquoi s'installe-t-il ici? Parce qu'il y a 2 fleuves magnifiques qui passent ici, et surtout parce qu'il y a du blé. Alors le blé vient de Turquie, c'est un blé sauvage qui est balayé par les vents, pousse en Mésopotamie. Donc l'humain arrivant ici, puis voyant que finalement c'est une région où il y avait à manger, il commence à cultiver le blé, il commence à inventer l'agriculture, il commence à se sédentariser. Sédentariser pour une bonne raison, c'est qu'il ne peut pas transporter le blé. Voilà. Parce que le blé, bon, c'est pas facile à transporter, donc il valait mieux rester là où poussait le blé, et puis construire des villes autour pour le protéger. Donc c'est exactement ce qui se passe. Donc il se sédentarise ici. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que nous venons tous d'ici. Voilà, nos ancêtres viennent de là. Vos arrière grands-pères sont nés là-bas, sont morts là-bas, sont enterrés là-bas. Et je vais faire une petite parenthèse, si vous le permettez. Il se passe dans cette région, actuellement, sous le nez du monde, et depuis des décennies, là où sont enterrés donc, nos ancêtres, un événement majeur. C'est le massacre sans fin de l'un des plus grands berceaux de la civilisation humaine. Tout acte de violence dans cette zone est un crime contre l'humanité dans le plus pur sens du mot. Cette partie du monde devrait être un sanctuaire en mémoire de nos ancêtres, en mémoire de nos civilisations, et non le champ d'expérimentation de leurs descendants. Toute nation ou groupe qui prenne part à ce conflit devrait être traduit en justice pour crime contre l'humanité. Donc s'il y a des avocats dans la salle, je leur conseille de s'activer. Ici, jadis, sont nées des grandes civilisations, sont parties de grandes civilisations, perses, égyptiennes, carthaginoises, romaines, grecques. Ici a été écrit le premier roman de l'humanité, c'est le roman de l'épopée de Gilgamesh. Alors c'est absolument fabuleux parce que ce premier roman-là est encore disponible dans les librairies. Donc vous pouvez, au lieu d'acheter mon livre, si vous n'avez pas les moyens, acheter plutôt celui-là, ça peut être considéré comme le premier livre de l'humanité.
Alors depuis, bien sûr, le peuple de la Terre a écrit beaucoup de livres. Selon Google, 130 millions de livres ont été écrits. Et nous allons voir les livres les plus vendus au monde, les livres de l'humanité. Alors le premier, c'est la Bible, avec 4 milliards d'exemplaires vendus. Le deuxième, le Coran, 3 milliards d'exemplaires. Le troisième, les citations de Mao, 800 millions d'exemplaires. Le premier roman, c'est Don Quichotte, 500 millions d'exemplaires. Et le dernier, le cinquième, une idée. Une idée? Non, non, c'est pas mon roman. Pardon? Non, non, non. Non. Ah, une idée? Le Coran, il y est déjà. Les Misérables? Non. Non. Étranger, pas français, anglais. Un livre anglais. Non. Harry Potter. Voilà, bravo, Harry Potter, bravo. Alors, comme vous pouvez le constater, l'humanité, le peuple de la Terre, adore les livres de magie. Voyez. Alors, l'année dernière, pendant le Salon du Livre, un institut de sondage a fait paraître des statistiques sur la lecture en Tunisie. Alors, les Tunisiens lisent en moyenne moins d'un livre par an. Donc, aucun livre n'est lu jusqu'au bout par les Tunisiens, en moyenne. 60% des Tunisiens ne lisent plus un seul livre après leurs études. Vous voyez, alors là, il faut s'interroger, est-ce que l'école ne dégoûterait pas de la lecture? Hein, c'est une question à se poser. 83% des Tunisiens n'ont pas acheté un livre dans les 12 derniers mois. Mais par contre, ils ont payé leur forfait téléphonique, ça c'est sûr. Et 49% des Tunisiens n'ont jamais lu un livre pour leur culture générale, personnelle. Alors le problème avec le livre, et de mettre toute notre mémoire dans le livre, c'est qu'il n'est pas facile de trouver l'information. Il faut de la mémoire, il faut savoir où trouver l'information, dans quel livre, et puis il faut de la place pour ranger les livres. Donc recherche de l'information, ça prend trop de temps, stockage de l'information, ça prend trop de place. Voilà deux inconvénients qui vont être réglés en environ 6000 ans, avec la deuxième mise à jour et l'apparition de l'ordinateur. Alors beaucoup de personnes ont contribué à l'avènement de l'ordinateur, et moi j'aime beaucoup ce monsieur-là qui s'appelle Konrad Zuse, qui n'est pas l'inventeur d'un impératif, hein, qui est un ingénieur. Et voici ce que dit ce monsieur. Il est un inventeur des ordinateurs binaires, donc le système binaire, c'est ce qu'on utilise dans nos ordinateurs. Et que dit-il? Il dit, voilà, le danger, ce n'est pas que les ordinateurs deviennent humains, mais c'est que les humains deviennent des ordinateurs. Et d'ailleurs, qui n'a jamais bugué? L'humanité a bugué. Voilà. Ils ont bugué en poussant au suicide ce monsieur. Ce monsieur, c'est Alan Turing. Souvent, les ordinateurs, on appelle ça la machine de Turing. Voilà, il a fait des grandes avancées. Alors, ce monsieur-là était un mathématicien anglais, et c'est lui qui a décodé pendant la Seconde Guerre mondiale la machine Enigma, qui permettait de coder les messages des nazis. Alors, pour décoder cette petite machine, là, qui n'est pas plus grande qu'une machine à écrire, voilà, lui et son équipe ont construit un énorme ordinateur qui est l'ancêtre de nos ordinateurs. Alors, l'histoire de ce monsieur, elle est tout à fait tragique, parce que grâce à lui, bien sûr, les Alliés ont réussi à battre les nazis, parce qu'ils disposaient de l'information, et qui dispose de l'information dispose du pouvoir. Donc, c'est grâce à lui que les nazis ont pu être battus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quelques années après la guerre? Ce monsieur, un jour, est cambriolé chez lui. Et la police vient, elle constate le cambriolage, et Alan Turing lui dit « Mais je sais qui a fait ça, c'est mon petit ami. » Parce qu'Alan Turing était homosexuel. Et vous savez qu'en Angleterre, l'homosexualité était un crime jusqu'en 1967. Donc ce cambriolage, voilà, les policiers l'arrêtent pour homosexualité. Donc, le vainqueur de la guerre, hein, vous voyez.
il l'arrête pour homosexualité et il est condamné à soit faire de la prison, soit suivre un traitement chimique. Donc il choisit un traitement chimique pour éviter la prison, et là le traitement chimique est absolument dévastateur. Ça lui fait pousser les seins, ça lui dérègle complètement son système hormonal. Voilà. Et il décide bien sûr de se suicider en croquant une pomme empoisonnée. Et en hommage à Alan Turing, le logo d'Apple, c'est une pomme empoisonnée. Et il y a eu un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, effectivement. Alors depuis, la machine de Turing a beaucoup évolué. Voici l'ordinateur le plus puissant du monde. C'est un ordinateur chinois qui effectue 93 millions de milliards d'opérations en une seconde. C'est une machine tout à fait remarquable, mais elle a été bien sûr dépassée par celui-ci, voilà, qui vaut 3 fois le précédent, et lui qui fait 279 millions de milliards d'opérations en une seconde. C'est le Sunway, si vous n'arrivez pas à lire le chinois. Voilà. Entre ça et ça, entre cet ordinateur et le code d'Hammurabi, il s'est passé moins de 4000 ans. En moins de 4000 ans, l'humanité a fait un progrès phénoménal. Alors comment fonctionne un ordinateur? C'est très simple, c'est une machine, c'est de la matière verte, c'est de la mémoire électronique, et avec un logiciel, un langage informatique. Et ce langage informatique, il en existe des centaines de milliers. Voilà, ça peut être du C++, du Forban, du Cobalt, du HTML, le système qui fait marcher les sites web. Il y a plus de langage informatique dans le monde que de langues parlées par les humains. Et Google a fait une expérience très très intéressante sur le langage. C'était l'année dernière. Alors il faut savoir que les gens qui travaillent chez Google sont des gens très très intelligents. Voici une publicité de recrutement pour Google. Voilà. Alors Google pose un problème mathématique. Alors je vous lis le problème mathématique pour ceux que ça intéresse. Il s'agissait de trouver le premier nombre premier à 10 chiffres, trouvé dans les décimales successives de E, le nombre E étant bien sûr la constante mathématique d'Euler, parfois appelée la constante de Népler, comme chacun sait. Donc vous voyez que les gens de chez Google, donc ça donne un chiffre, il fallait se connecter. Donc 7, 8, 9, 15, etc. .com, et on arrivait sur le site de recrutement de Google. Donc les gens de chez Google, vous voyez, sont des gens qui arrivent à résoudre des problèmes dont personne ne comprend rien. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait chez Google? Ils ont fait une expérience sur les intelligences artificielles. Voilà. Ils ont pris une intelligence artificielle qu'ils ont surnommée Alice et Bob. Et Bob et Alice devaient communiquer sans qu'une troisième intelligence artificielle nommée Eve ne puisse intercepter ces messages et ne puisse comprendre ce qu'ils se sont dit. En fait, Google a organisé la première scène de ménage entre intelligences artificielles. Alors Alice et Bob ont effectivement communiqué entre eux, et ils ont inventé leur propre langage. Alors bien sûr, Eve a réussi à attraper quelques messages, mais il n'est pas parvenu à décrypter ce qu'ils se sont dit. Et personne chez Google ne sait ce qu'ils se sont dit. Donc 2 intelligences artificielles ont communiqué entre elles et personne au monde ne sait ce qu'elles se sont dit. Peut-être que les envahisseurs viendront, non pas de l'espace, mais peut-être de l'intérieur. Et ils viendront certainement des États-Unis, car comme vous le savez, les États-Unis ont mis la main sur le web. Le web a été créé par des Européens, mais ça n'a intéressé personne en Europe. Par contre, les Américains, eux, se sont intéressés à ça. Et grâce à qui? Grâce à ce monsieur en cravate rouge, là, qui sourit tendrement à la caméra. C'est Al Gore, c'était le vice-président de Bill Clinton. Et lui, il a eu l'idée, il a senti que le web allait devenir quelque chose d'énorme. Donc il a défiscalisé toutes les entreprises qui travaillaient dans les nouvelles technologies. Et grâce à cette politique, aujourd'hui, parmi les 10 premières entreprises au monde, 5 sont du domaine des nouvelles technologies, et elles sont toutes américaines. Alors si l'information circule à 50 mètres par seconde dans le corps humain,
une université anglaise a découvert une fibre optique qui transmet l'information à 99,7% de la vitesse de la lumière. Nous, on est à 50 mètres secondes. Là, c'est 298 millions de mètres par seconde. Google vous apporte une réponse en 65 secondes. Il est capable de vous donner plus de 500 000 réponses en quelques secondes. Alors moi, j'ai fait une expérience, il n'y a pas très longtemps. Je cherchais une information sur BJK dyslexie via Google, donc j'ai commencé à taper bêtement un B. Et vous voyez, Google me fait toujours des suggestions, parce que Google sait que je suis quelqu'un de feignant, qui est incapable d'écrire un mot complètement sans hein. Donc il me propose Babnet, etc. Donc rien ne m'intéresse. Par contre, si je tape une deuxième lettre, voilà, en quatrième suggestion, Google me suggère déjà ma réponse. Il a déjà presque deviné. Et si je tape 3 lettres, alors là, il est sûr de ce que je cherche. Mais en fait, si j'avais fait confiance à Google, juste avec la lettre B, et si j'avais tapé sur PubNet, comme il me le propose, eh ben, je serais tombé là-dessus, et c'est exactement l'information que je cherchais. Le consortium dont fait partie Google s'appelle Alphabet. Donc avec une lettre, vous voyez que Google est capable d'anticiper une question humaine. Donc c'est une magie pure et dure. Google, bien sûr, travaille à la lettre et gagne de l'argent avec les mots. En l'an 2000, Google a commis le plus grand hold-up de l'humanité dans une indifférence générale. C'est-à-dire qu'ils se sont appropriés tous les mots du monde. On croyait que les mots c'était gratuit, c'était un peu comme l'oxygène, ça appartenait à tout le monde. Eh bien non. Lui, Google prend les mots et les revend à ses annonceurs pour en faire son business. Donc le bug de l'an 2000, c'est vraiment d'avoir laissé Google s'emparer de cette richesse qui appartient à tous et de faire son business là-dessus. Il n'y a pas que Google. Google détient 99% de son marché. Ça s'est jamais vu. Il n'y a aucune entreprise qui est aussi dominante sur son propre marché. Moi, j'ai pas de DuckDuckGeo.com, j'ai aucune action dans ce moteur de recherche. Je fais juste un peu de tempérance par rapport à ça. Donc voyons comment l'humanité va évoluer. Il y a à peu près 47% de la population qui est connectée aujourd'hui. En Tunisie, il y a 46% de la population qui est connectée. Le pays le plus connecté au monde, c'est la Norvège, avec 96% de gens connectés. Alors moi, j'ai de la famille en Norvège. Là, je suis allé les voir l'année dernière, et voilà ce que j'ai rapporté. J'ai fait des photos de famille. Voici ma famille qui prend son repas. Donc, je les ai photographiés, ils n'ont même pas vu que je les ai photographiés. Je pouvais tout faire, j'aurais pu me mettre tout nu, il n'y aurait eu aucun problème. Voici mon cousin qui fait son jogging, et voici ma cousine qui sort de l'école. Le smartphone, comme vous pouvez le constater, c'est aujourd'hui notre tête, notre mémoire externe, notre disque dur externe. Voilà, notre mémoire est sortie de notre tête pour s'écrire sur du papier, sur des livres, et puis enfin pour se graver sur des disques durs. Donc nous sommes à une époque où l'humanité a fini de se vider la tête, a libéré de la mémoire interne. L'humanité va vers des cerveaux enfin libérés de la contrainte de la mémoire, autrement dit des cerveaux avec de l'espace disque vide. Et nos neurones, bien sûr, seront de moins en moins sollicités puisque nous avons de moins en moins besoin de mémoire. Or, les neurones, c'est comme le corps, ils ont besoin de stimulation, ils ont besoin que ça bouge. Ils ont besoin de confronter les différences entre les points de vue, ils ont besoin de se pencher sur des analyses, qu'il y ait de l'exercice intellectuel. En fait, les neurones, ce sont les abdos du cerveau. Donc si ça continue comme ça, voilà, nos cerveaux vont ressembler à ça, alors que nous aurons dans la poche des appareils comme ça. Donc quelle est la place de l'humain dans cette configuration ? Qu'est-ce qu'on dit sur les écrans, l'enfance et les écrans ?
Les recherches et les alertes récentes des neuropsychologues et des pédopsychiatres passent complètement inaperçues. Je vous lis un peu ce que donnent les recherches, les conclusions. Alors, si vous exposez un enfant en bas âge à des écrans, voilà ce qui se passe: troubles du sommeil, obésité, dépression, échec scolaire, alcoolémie et tabagisme précoce, problèmes relationnels, suractivité, problèmes d'apprentissage de la lecture et du calcul. Voici quelques tendances qu'on a identifiées depuis 10-15 ans, mais qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans? Voici la une d'un journal, le New York Post, qui dit « Les écrans, ce sont de l'héroïne digitale et comment les écrans vont transformer nos enfants en junkies psychotiques. » Voici le plus grand babysitter au monde, YourKid TV. Plus de 200 000 abonnés, 250 millions de vues. Donc, conseil pratique et commercial, si vous avez des enfants, au lieu de leur mettre une tablette entre les mains, mettez-lui un livre entre les mains, même s'il le déchire, ce sera toujours positif. Nous allons voir comment l'apparition d'une machine bouleverse le monde. Parce que ce n'est pas la première fois à chaque fois qu'une machine arrive dans un monde, il bouleverse tout autour de lui. Et ce n'est pas la première fois. Moi, j'ai déjà subi une transformation, je vais vous en parler. Donc nous venons tous de là, nous venons tous de l'agriculture, nos ancêtres viennent de l'agriculture, nous sommes tous des fils de paysans. Peut-être 99% des gens qui sont ici ont un grand-père ou un arrière-grand-père ou un arrière-arrière-grand-père qui était paysan. Donc ça, c'est l'humanité. L'humanité est paysanne. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dans les campagnes, à grand renfort de marketing, on a voulu imposer le tracteur. Donc le tracteur est arrivé dans les campagnes. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le paysage? La première conséquence de l'arrivée d'un tracteur, c'est la disparition des charrues et des animaux. On n'avait plus besoin, puisque maintenant c'est le tracteur qui fait le travail, mais plus besoin non plus des ouvriers agricoles qui sont partis remplir les villes. L'arrivée du tracteur bouleverse également les paysages pour laisser passer la machine. La disparition des animaux qui servaient à l'engrais naturel est remplacée par l'engrais chimique. Donc c'est l'apparition de l'industrie chimique. Et enfin, c'est l'intensification des exploitations, parce qu'il faut bien nourrir les gens qui sont dans les villes. Donc on concentre les exploitations. Donc voilà ce qui reste de l'agriculture, c'est-à-dire des champs déserts avec très peu de personnes. Voilà le triomphe d'une machine. Et voici mon grand-père. Mon grand-père au début du XXe siècle. Voilà, derrière ses bœufs. Donc vous voyez, ça c'est pareil qu'il y a 300 000 ans. Ça date de l'âge de fer. C'est un animal et puis un instrument métallique qui racle le sol. Après, il est passé au cheval. C'était une grande évolution. Voici ma grand-mère. Bon, la vache s'appelait grand-mère, hein, c'est pas ma grand-mère. Voici ma vraie grand-mère. Elle était au champ avec les femmes travaillaient au champ. Et voici l'apparition du tracteur. Donc vous voyez, mon grand-père, il est toujours proche de la terre. Il n'a pas pu même se mettre dans le truc, donc il se met derrière pour rester en contact avec la terre. Et puis 10 ans plus tard, ça c'est mon oncle au milieu de la photo. Il a vendu l'exploitation à ces deux personnes qui sont en costume. Donc notre famille est passée d'une famille paysanne à une famille citadine. Donc nous avons quitté la campagne pour venir en ville. Donc la machine a bouleversé ma vie. Moi j'aurais préféré rester paysan, mais bon, je n'ai pas eu le choix. Mais la machine bouleverse aussi les êtres, en profondeur. Voici l'exemple de Nietzsche, le philosophe allemand. Alors Nietzsche avait un problème aux yeux. À l'âge de 30 ans, il avait perdu l'usage d'un œil. Donc il décide de passer à la machine à écrire. Et l'un de ses amis lui dit, mais ne crois-tu pas que avec ce nouvel instrument, tu vas obtenir un nouveau langage
Et Nietzsche lui répond, nos outils d'écriture participent à l'éclosion de nos pensées. En passant de la plume au stylo et à la machine à écrire, Nietzsche est passé dans son écriture des arguments à l'aphorisme, des pensées au jeu de mots. Avec l'utilisation de la machine à écrire, Nietzsche est passé d'un style littéraire à un style journalistique. Il a commencé par faire des phrases et il a fini par faire des mots, comme cela. Dieu est mort, ce qui ne tue pas rend plus fort, souviens-toi d'oublier, chaque mot est un préjugé, l'art est le propre de la vie. Voici l'homme. Voici comment la machine l'a transformé lui-même dans sa propre écriture. Alors, que va-t-il se passer dans 20 ans? Qu'est-ce qu'on nous promet? La prochaine mise à jour, c'est une mise à jour 3.0. Et c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, elle n'est pas nouvelle. Elle date des années, fin des années 90. Et l'intelligence artificielle, on la présente toujours sous forme de jeu. Vous voyez, pour qu'on n'ait pas trop peur. Donc la première expérience qui a été réalisée, c'est un match d'échecs entre Garry Kasparov, le champion d'échecs russe, et l'ordinateur d'IBM, Deep Blue. Et vous voyez Garry Kasparov qui, bien sûr, a perdu le match. Voilà. Il a noté sur son carnet, c'est ça qui est très intéressant, il a noté « La machine n'a pas calculé, mais la machine a pensé ». Une machine qui pense dans les années 90. Voici les deux fondateurs de Google. Donc 20 ans plus tard, ils ont renouvelé l'expérience. Donc c'était l'année dernière. Mais cette fois-ci, avec leur intelligence artificielle qui s'appelle AlphaGo. Donc AlphaGo, c'est le mâle alpha de Google. C'est la première intelligence faite par Google. Et ils ont organisé un match. Donc AlphaGo contre Lycédol. Lycédol, c'est un champion de Go, du jeu de Go. Alors le jeu de Go est plus compliqué que les échecs. Beaucoup plus compliqué. Et quand on a proposé ce match à Lycédol, Lycédol a dit « Je vais éclater la machine. Je vais éclater la machine. » Alors on va le regarder comment il a éclaté la machine. Voilà, sayonara, il a perdu 4-1. Donc 4-1, bon, c'est un gros score. Donc qu'est-ce qu'il note, Lycédol? Il note il a répondu à des interviews, il a dit « La machine possède de nets avantages sur l'humain. Elle demeure en effet imperturbable au cours d'une partie, n'étant ni pressée, ni attentiste, ni épuisée, ni excitée. A l'inverse, le joueur humain peut se faire trahir par ses émotions ou son comportement, ce qui peut aider l'adversaire à gagner. Donc la force de la machine, c'est de ne pas avoir d'émotion. La force de l'intelligence artificielle, c'est de ne pas avoir d'émotion. Alors projetons-nous dans 20 ans, ou peut-être dans 15 ans, ou peut-être dans 10 ans, ou peut-être dans 2 ans. Qui sait? Nous sommes dans un futur proche. Voilà, Google est devenu une intelligence artificielle gratuite et généralisée. Sa capacité mémoire a dépassé la capacité de mémoire cumulée de 10 milliards d'êtres humains. 25 millions de milliards de téraoctets. Voilà la capacité de Google. Son algorithme fonctionne à la vitesse de la lumière. Et l'année prochaine, Google annonce la sortie de sa nouvelle mise à jour, un algorithme qui fonctionne 2 fois la vitesse de la lumière. Google peut prédire une question avant même que vous n'ayez prononcé le moindre mot. Entre-temps, la vitesse de transmission des informations dans le corps humain a chuté de 50 mètres par seconde à 50 cm par seconde. Les neurones, à force d'être de moins en moins sollicités, se sont atrophiés, ralentissant le flux d'informations. La matière grise s'est atrophiée, l'humain rame, incapable de se concentrer au-delà de quelques secondes. Alors qu'est-ce qu'une intelligence artificielle? C'est une machine, c'est un ordinateur. Et c'est un logiciel, c'est un algorithme. Un algorithme, c'est une suite de calculs qui permet de faire des tâches. Mais plus intéressant que ça, c'est un algorithme qui apprend de ses erreurs, qui se corrige, qui devient plus performant, et tout seul. Lui-même, autonome. C'est un peu comme si vous aviez un livre qui évolue,
qui s'améliore avec le temps. Alors voici la première phrase du livre Un amour de Swann de Proust. Longtemps je me suis couché de bonne heure, parfois à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire je m'endors. Alors imaginez si ce livre pouvait évoluer avec les années. Voici une deuxième version. Swann, je te kiffe. Avant je me couchais tôt, parfois mon téléphone s'éteint, je m'endors déjà. Et peut-être la troisième évolution, Swann, cœur, 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 longtemps, au KLM, lol, bonne nuit. Voilà. Il y a un an, des chercheurs de l'université d'Hakodate au Japon ont mis au point une intelligence artificielle capable d'écrire un roman. Et ce roman, qui s'intitule, pour ceux qui ne lisent pas le japonais, Le jour où un ordinateur a écrit un roman. Donc ce roman a été sélectionné pour concourir à un prix littéraire et il a passé la première sélection. Il n'a pas passé la deuxième, il n'a pas gagné le prix, mais il était d'une qualité suffisante pour participer à un prix littéraire. L'humanité a-t-elle besoin d'une intelligence artificielle qui écrive des romans? A-t-on vraiment besoin de ça? Je vais finir par le livre. Alors le livre, vous savez, on croit que c'est simple d'utilisation, mais en fait, le livre nécessite une notice. Il faudrait mettre une notice dans tous les livres, parce qu'on ne peut pas lire comme ça, c'est pas vrai. Donc je vais vous lire la notice. Voilà, je vais vous lire la notice, je crois que je ne l'ai pas devant moi, bon c'est pas grave. Donc je vais quand même vous lire la notice. Donc, ceci est un livre, donc à utiliser sur certaines conditions. Il traite les maladies et infections suivantes: stress, abrutissement généralisé, fatigue passagère quotidienne et répétée, dépression, Alzheimer, pessimisme, manque d'imagination, problème d'orthographe, de vocabulaire et de syntaxe, problème de table de nuit bancale. Son mode d'utilisation nécessite certaines conditions. D'abord, il faut du temps. Voilà, il faut prendre du temps. Il faut donner du temps au livre. Il faut du silence. Il faut un endroit. Il faut rechercher des moments et des endroits de silence. Il faut coloniser un endroit et imposer le silence. Créez-vous une bulle de lecture, un moment clos. Prière de ne pas déranger, vos neurones font leur séance de sport. Il est contre-indiqué, bien sûr, de brûler des livres ou de détruire des livres, car derrière chaque livre, il y a un humain qui a tenté de dire quelque chose. Voyons les bienfaits de la lecture. La lecture stimule le cerveau. Le cerveau a besoin d'entraînement pour rester vigoureux et en bonne santé. Un livre pour le cerveau équivaut à une séance de sport pour le corps, parce que dans les livres, il y a des histoires, des intrigues, du suspense, des informations, de l'humour, des passions, de l'imagination. Et l'imagination est contagieuse. L'imagination d'un auteur, en fait, stimule l'imagination de son lecteur. Donc si vous voulez avoir de l'imagination et si vous voulez avoir des idées, il vaut mieux lire des livres. La lecture d'un livre stimule la mémoire. Donc se souvenir de l'intrigue, des personnages, d'une phrase ou d'un mot laisse la mémoire en éveil, stimulée. La mémoire se souvient qu'elle a une fonction. Vous savez ce qu'on dit, la fonction crée l'organe, alors l'absence de fonction détruit l'organe. Donc n'oubliez pas de vous souvenir. La lecture d'un livre diminue le stress. En effet, les efforts nécessaires pour lire détournent les tensions nécessaires au stress. L'histoire transporte le cerveau dans un autre univers. Les tensions dues au stress s'estompent, à moins, bien sûr, de lire un livre de Stephen King. Alors là, on peut un peu plus stresser. Le livre développe les capacités d'analyse. C'est très important. Là, on devine l'assassin avant la fin d'un livre. On devient des détectives. On imagine des visages des personnages. On devient des peintres ou des photographes. On construit des châteaux dans nos têtes. On devient des architectes. On analyse le style, la construction de l'histoire. Et tout ça pour se faire une opinion, pour construire son goût, pour se faire un esprit critique bien à soi. Voilà, pour avoir un avis, pour construire et entretenir sa personnalité. La lecture d'un livre améliore la concentration et l'attention. Pour lire, bien sûr, l'attention doit être concentrée sur le livre. La difficulté de lire vient justement de ça, de la capacité de garder son attention sur ce qui est lu. Donc plus on utilise des appareils capables de détourner notre attention, plus nous éprouvons de la difficulté à lire.
il est quasiment impossible de lire un livre avec un téléphone qui sonne toutes les 3 minutes. C'est pas possible. Donc combien de temps passe-t-on sur des appareils technologiques? Parce que le livre est rentré en guerre contre les écrans du monde, et c'est une guerre contre le temps. Voilà, 1 heure de téléphone par jour, 8 heures d'ordinateur au bureau, 2 heures d'ordinateur à la maison, 2 heures de télé. On peut facilement passer 13 heures d'écran dans une journée. Et combien de passe-temps de temps à lire dans une journée? J'ai demandé à Google comment il voyait l'humanité du futur. Voilà les images qu'il m'a proposées. Enfin, l'humain du futur, on va dire. Et voici, j'ai demandé comment il voyait l'humanité du futur. Donc voici ses réponses. Heureusement, Google nous donne 30% d'images truquées. Donc c'est toujours rassurant. Donc où va le monde en confiant toute la mémoire de l'humanité à des machines électriques? Où va le monde en vidant nos mémoires humaines pour ne plus y stocker que des mots de passe? Où va le monde qui donne les plus grandes capacités mémoire à des intelligences artificielles? Dans le monde, ouais, ça c'est aussi une image de la Norvège. Et voici ce qu'on peut faire avec un portable, c'est très intéressant. Donc il y a dans le monde 800 millions de personnes qui ne savent ni lire ni écrire. Donc qui n'ont que le cerveau et le langage pour se transmettre des informations. Le jour de la grande panne électrique planétaire, ils seront peut-être les sauveurs de la mémoire de l'humanité. Voilà, merci pour votre attention. Donc voilà, si vous avez des questions. Pas tous à la fois, parce que sinon je ne pourrais pas y répondre. Hein? On digère, d'accord, on digère. Ok, très bien. Donc qui est convaincu que la lecture est un bienfait pour votre corps? Oui, mais pour la conférence, vous avez utilisé... Absolument. Absolument. Le joli paradoxe. Absolument. Car comme vous savez, tout fonctionne dans une exaltante alliance des contraires, comme dirait mon cher ami Héraclite. Donc effectivement, les nouvelles technologies on ne peut pas dire que ce soit un mal absolu, ni un bien absolu. C'est un mélange des deux, et tout est question de dosage. Donc, et chaque fois qu'il y a eu une évolution, que ce soit le train, la voiture, sous Napoléon III, dans les années 1870, on disait que le train rendait fou et que dans les tunnels, les gens allaient perdre la tête. Il faut savoir que les trains de cette époque-là, trains à vapeur, avançaient à la vitesse de mon Solex quand j'étais étudiant, c'est-à-dire la vitesse faramineuse de 32 km/h. Et on disait déjà que ça allait rendre l'humanité folle. Mais n'est-elle pas devenue folle? C'est peut-être le train. Mais elle a toujours été... quand on dit que l'humanité va à sa perte, Socrate le disait déjà il y a 2000 ans. Oui, enfin, Socrate ne disait pas que l'humanité allait à sa perte. Socrate disait, faites attention à ce qui est écrit, car ce qui est écrit peut être hacké par des hackers. Donc faites attention. Donc, et c'est un peu le même problème que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire que les informations que nous avons, nous les détenons surtout via Google. Est-ce que Google est vraiment digne de confiance? Voilà. Est-ce que votre expérience personnelle des choses n'est pas plus importante que celle de Google? Voilà, c'est une question. Allez-y. Merci. Moi, j'ai 2 réflexions par rapport à ce que vous venez de dire. J'aimerais connaître votre point de vue. D'abord, on va dire, grâce à Google, aujourd'hui, on a facilement accès à des livres en ligne qui sont aussi gratuits. J'aimerais connaître votre point de vue par rapport à ce que vous venez de dire et par rapport à ça, d'un côté.
Et de l'autre côté, en général, justement, par rapport à la possibilité de lire via des tablettes, des smartphones, ça facilite l'accès à la lecture. Alors, oui et non, voilà, c'est oui et non. Oui, ça facilite, bien évidemment, mais ça facilite pas vraiment, en fait. Ça complique beaucoup plus les choses que ça ne les facilite. Vous avez forcément accès aux choses, mais ce que vous allez lire sur un appareil électronique, votre cerveau va en conserver 20%. C'est à peu près, les tests statistiques, c'est ce que ça donne. Si vous lisez un livre, vous avez 60% de choses que vous pouvez garder en vous avec un livre. Et ce sont des tests, hein, ce sont des tests faits. Oui, oui, c'est le fait de manipuler l'objet, c'est le fait d'être en contact et d'être... le problème de lire un livre, si vous lisez un livre sur le net, vous allez être dérangé peut-être 50 fois, vous allez recevoir un email, donc vous ne serez pas forcément concentré. Et la lecture sur des écrans rétro-éclairés fatigue énormément. Fatigue énormément le cerveau, donc le cerveau, vous savez, il est un peu feignant, il se protège. Quand on l'agresse, il se protège. Donc si vous l'agressez avec des appareils électroniques, il a tendance vous voyez, à se rétracter un peu. Vous voyez, tandis que le livre, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus... le cerveau est dans une... Si vous êtes dans votre bulle de lecture, le cerveau est très calme, il est très disponible, il n'est pas du tout sollicité par le monde extérieur. Donc oui, c'est un accès à la culture, oui, c'est important, mais ce qu'il faudrait, c'est pouvoir imprimer alors ce que vous avez, vous voyez, parce que c'est beaucoup plus efficace. Et bon, moi je suis assez contre les livres électroniques et tout ça, parce que moi je suis pour le livre pas cher et pour la continuité des libraires et des bibliothèques, vous voyez. Moi c'est ça qui m'intéresse. Je pense que le livre est un système qui est parfait. Je vois pas quelle est l'évolution du livre. Vous voyez, le livre il se suffit à lui-même. Il est parfait. Je veux dire, on peut pas faire mieux qu'un livre. Vous voyez. L'édition. Pardon? L'édition, c'est pas donné à tout le monde, c'est d'être critiqué. Ah oui, c'est pas donné à tout le monde. Oui, c'est sûr. Il n'y a pas que des avantages, il y a plein de problèmes, bien sûr. Quelqu'un qui veut écrire aujourd'hui peut écrire et diffuser un livre électronique. Oui, c'est sûr. Il y a aussi des avantages. Hein. Je suis pas un intégriste anti-nouvelles technologies. Je fais la promotion du livre. Voilà. Je préfère que cet écrivain qui soit édité par un vrai éditeur. Voilà, c'est ce que je préfère. Voilà. Je vous en prie. Oui. Juste une réflexion et puis un constat. Une réflexion maintenant, quand je vois cette photo, cette puissance. Moi j'aime bien parler de la puissance. Je teste la force, mais la puissance. Mais aussi la fragilité. Donc tout réside, à mon sens, dans la fragilité de l'équilibre. Donc tout ce qui existe. Deuxième point, j'ai beaucoup aimé au début, vous avez parlé des dieux, et après vous êtes passé au roi, mais vous n'avez pas parlé des parents. Et je trouve que la responsabilité, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites à propos de la lecture. Et je trouve que vous aurez dû consacrer une belle part de votre exposé aux parents, parce que la responsabilité incombe aux parents. Si dès l'âge de quelques mois, il y a mon épouse qui est à côté de moi, nous avons une fille, et autant que je me rappelle, dès l'âge de 2 ans, je crois, on a mis un livre entre les mains de cet enfant, de notre fille. Donc, s'il vous plaît, la prochaine fois, pensez-y, parlez des parents. J'en ai parlé un petit peu sur les enfants et les écrans, mais effectivement, oui, c'est une responsabilité des parents. Mais vous constaterez que généralement, les enfants, au bout d'un moment, s'émancipent de leurs parents. Et ça ne suffit pas. Malheureusement, ça ne suffit pas. Moi, j'ai 3 enfants, c'est pareil, je les ai mis à la lecture très jeunes. Et j'en ai un, notamment, qui ne lit pas. Voilà, et qui n'aime pas lire, tout simplement. Vous voyez ? Et je constate qu'il est de plus en plus sur les réseaux sociaux, qui sont beaucoup plus attrayants, beaucoup plus épicés. Et je fais la guerre, voilà. Je pars en guerre, mais
J'espère que ça portera ses fruits, mais je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas certain que l'implication des parents soit suffisante. C'est un grand mystère. Hein. Hein, oui, oui, non, mais je le fais, bien sûr, je le fais. Alors, selon vous, comment va être la relation de couple à l'ère du 3.0, comme vous dites? C'est une très très bonne question. Mais tout va très vite, tout se rétrécit, donc il n'y aura plus toutes les phases qu'on connaît avant que soit installée une relation de couple. Et comment va être la nature de cette relation de couple aussi? Alors là, je vous dirais, achetez mon roman, vous aurez la réponse dans le roman. Parce que c'est un peu ça, voilà. Le personnage du roman a du mal justement à créer une relation de couple à cause de l'interférence de toutes ces technologies. C'est effectivement un problème. Oui, enfin, un problème, je ne sais pas si c'est un problème, c'est un changement, voilà, c'est un changement de civilisation, alors qu'on l'accepte ou qu'on le refuse, bon, ça se passera de toute façon malgré nous. Hein. Voilà, et moi je pense que si vous voulez retrouver des relations humaines très classiques, bah, lisez des romans, parce que dans les romans ça bouge pas, voilà, vous trouvez des merveilleuses histoires d'amour, et ça restera à jamais. D'ailleurs, on dirait que maintenant ce qui fait la mode, c'est de publier des œuvres avec une collection de lettres d'amour. Ah. C'est vrai que voilà, ça va être les derniers trucs. Ah, peut-être, oui. Maintenant, dorénavant, ça n'a plus existé, en tout cas, des lettres d'amour. Ah, oui, on n'écrit plus. On écrit des emails. On écrit des emails, et les emails, on ne les garde pas. On ne les conserve pas. Au bout d'un moment, la boîte, elle est pleine, et on vide. Et on ne se souvient plus. Mais ça prend de la valeur, parce que c'est un truc qu'on voit disparaître. Bien sûr. Donc écrivez, voilà. Écrivez des lettres. Les boîtes de biscuits dans lesquelles on gardait les anciens lettres. Bien sûr. Je vous leur dis qu'on les vide aussi. Ah, bah, moi j'ai une boîte dans laquelle je conserve tout, donc, mais bon, moi je suis un peu rétrograde, donc. Mais oui, je vous conseille d'écrire, voilà, écrivez, pourquoi la poste fonctionne toujours, hein. Hein, un timbre, voilà, un timbre, une enveloppe, une lettre. Et puis c'est magnifique, c'est très original aujourd'hui de recevoir une lettre. Ça ne se fait plus. Donc si vous voulez être originaux, bah, voilà, écrivez des lettres. Écrivez des lettres d'amour. Moi j'écris des lettres d'amour à ma femme qui les perd. Donc vous voyez. J'aurais mieux fait de lui écrire des emails, hein, mais bon, c'est ainsi, voilà, elle est d'une autre génération. Mais c'est vrai, écoute. Voilà. Une autre question, si vous voulez. Ah, mais dans l'autre sens, voilà. J'hésite beaucoup à parler de ma propre expérience vis-à-vis du livre. Je suis enseignante, mais avant ça, j'étais une petite fille et une adolescente. Donc, j'adorais les livres, je vivais de ça. Et puis, enseignante, j'ai détesté quand Internet est apparu, parce que je mettais tous les mots de la terre de nos étudiants sur Internet, parce que c'est à cause d'Internet que les étudiants ne lisaient plus, n'étudiaient plus. Et je me suis juré de ne jamais faire partie des réseaux sociaux et tout ça. Mais... Et vous y êtes. Je ne peux pas vous dire ce que... Je suis honteuse. Mesquine. Oh, moi, mesquine, ça c'est la vérité. Vous savez, je ne sais pas comment je me suis laissée avec ma safe quote. Vous êtes fait déborder. Oui, mais j'ai eu le même cas. Vous n'êtes pas seul dans le... Maintenant, je comprends comment les étudiants, les élèves tombent dans ce panneau. C'est difficile de vivre hors de son temps aussi, vous voyez. C'est très difficile, on ne peut pas... Mais comme a dit monsieur, c'est une question d'équilibre, voilà. C'est une question de dosage. Beaucoup de force, beaucoup de volonté. Mais il faut il faut beaucoup de force, mais il faut garder en tête cet équilibre, voilà. De ne pas se laisser déborder par un système au détriment de l'autre. Moi, c'est mon avis. Voilà, j'essaierai de retrouver mes anciennes amours. Ouais. Elles ne sont pas mortes. Si vous permettez une réflexion amusante, c'est que les femmes surtout, les dames, ces mademoiselles, adorent les roses, nous aussi les hommes. Mais faut-il réapprendre à aimer le papier? C'est ça peut-être un début de solution. Visiblement oui, puisque... Parce que les jeunes n'aiment plus le papier.
Enfin, moi, je sais pas, j'ai traversé la bibliothèque, là. Parce qu'ils sont obligés. C'est merveilleux. Ouais, obligez-les, s'il n'y a pas aucun souci, obligez-les. Moi, je trouve que c'est une dictature douce. Quoi. C'est une dictature plutôt positive que d'obliger les gens à lire. Au Tibet, ils ont trouvé une autre solution, ils interdisent aux enfants de lire. Ce qui les pousse à lire. Celui qui les pousse à lire, ouais. Puisque les enfants et les adolescents aiment beaucoup les interdits. Tout le monde, si on interdit les livres, moi j'ai commencé à lire dans la bibliothèque de mon père, après avoir parcouru tous les clubs des 5, Fantomètre, etc. J'ai commencé à lire des livres extrêmement sérieux parce que c'était interdit. Donc c'est une très bonne idée. Je prenais, voilà. Donc interdisez à vos enfants de lire. Moi, je crois qu'il y a quand même un grand problème, c'est l'école. Le rapport de l'école et du livre, c'est quand même un grand problème. Il faudrait qu'on y réfléchisse, mais c'est pas normal que des gens sortent de l'école en ayant été dégoûtés du livre. C'est pas possible. Et c'est vrai que si vous donnez à lire à un enfant de 13-14 ans, Madame Bovary, aujourd'hui, il y a peu de chances que ça l'excite vraiment. Quoi. Donc ça dégoûte plutôt qu'autre chose. Oui, c'était possible, mais c'est vrai que c'était déjà le système éducatif était peut-être plus autoritaire. On discutait moins, on suivait ce qu'on nous disait. Aujourd'hui, bon, les gens prennent leur autonomie. Donc, parfois, avec le stress et la responsabilité, c'est assez fatigant d'ouvrir un livre et lire. Donc, ma question est comment retrouver la passion pour lire? Alors, vous avez raison, les nouvelles technologies vous fatiguent beaucoup. Vraiment, ça fatigue le cerveau et c'est pas une fatigue qu'on ressent vraiment comme quand on monte un escalier, on est fatigué. C'est une fatigue beaucoup plus sournoise et qui crée effectivement une difficulté de concentration. Donc ça, c'est un exercice, c'est pareil que de la gym, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément vouloir lire pendant 2 heures d'affilée, mais peut-être commencer par lire 15 minutes par jour, c'est peut-être suffisant. Et puis la magie de la lecture, c'est de trouver le livre qui nous corresponde, c'est plutôt ça. C'est comme une série, vous voyez, si vous commencez à regarder une série et puis ça vous passionne, vous voulez voir le 2e épisode, le 3e épisode. Donc la plus grande démotivation, c'est de trouver le livre qui vous corresponde. Voyez, il y en a 130 millions, donc bon, vous allez trouver, ça va mettre du temps, mais vous allez peut-être trouver le livre qui va dépasser votre difficulté à vous concentrer. Mais en tout cas, c'est de l'exercice. Pour moi, c'est un exercice comme un exercice physique. Voilà. Je vous en prie. Donc tout d'abord, je voulais vous remercier pour cette présentation. Je vous en prie. Et d'un autre côté, je voulais un peu défendre cette nouvelle génération qui ne lit pas. Moi-même évoluant dans un écosystème plein d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs qui en fait créent cette nouvelle technologie en termes d'intelligence artificielle ou d'Internet of Things, et je peux vous garantir qu'ils lisent encore des livres, qu'ils achètent encore des livres et qu'ils font tout, même dans leur projet de start-up ou tout, de un peu faire la correspondance entre l'économie d'avant ou l'économie réelle, que ce soit l'agriculture, mais tout en la ralliant ou la rapprochant un peu plus à l'économie du futur. Donc je pense que cette nouvelle génération est de plus en plus consciente des risques de la technologie, mais de l'importance aussi. Et en même temps, je peux vous garantir, comme je le dis, qu'ils lisent encore des livres physiques. Pas forcément que sur tablette. Mais je vous crois, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont créatifs et qu'ils ont de l'imagination. C'est certainement parce qu'ils ont trouvé quelque chose dans les livres. Pour revenir à ce que disait monsieur, c'est trouver le point d'équilibre en fait. Absolument. Voilà, merci. Je vous en prie. S'il vous plaît. Mais il faut prendre conscience, peut-être que nous sommes dans un espace où les langues, c'est quelque chose d'acquis. Mais il faut aller au-dehors de ce cercle. Je parle de ce lycée. Je suis recruteur, je suis patron. Maintenant, je vais le c'est pas qui prend la suite. Croyez-moi, nous employons des médecins, des ingénieurs, des
diplômés, à chaque interview, quand on veut recruter, je ne vous dis pas le drame que nous ressentons, nous, les aînés. Nous jouons franchement. Là, on n'est plus dans la littérature, là, on est dans le concret. Croyez-moi que nous jouons l'avenir de notre pays. Et je dirais même de l'humanité. Vous avez montré la Terre en tant que tout. Donc, même la petite Tunisie compte. Donc, les jeunes comptent. Et ce que je veux dire, c'est que nous avons délaissé, quand vous parlez du livre, et les gens, on a vu les statistiques, et les jeunes n'apprennent plus les langues. Malheureusement. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le time, ils n'ont pas le time. Un jeune n'a pas le time. C'est un drame, croyez-moi, c'est un drame. Il y a une question derrière. Donc oui, c'est vrai qu'il y a des jeunes qui achètent des livres et tout. C'est vrai, mais combien sont-ils? De moins en moins nombreux. Justement, c'est grâce à ce genre d'initiative, ce genre de livre que vous écrivez. Merci. Ça va motiver beaucoup plus. Merci, oui, mais c'est pour ça que je l'ai fait. Voilà. Moi, j'écris ce livre pour mes enfants, donc, vous voyez, pour les pousser à lire, parce que comme ça, ils sont obligés de lire le livre de leur père. Donc, c'est au moins ça. Au moins, ils auront lu. Allez-y, je vous en prie. Merci pour la présentation. Je voudrais savoir à propos de la liseuse électronique. C'est pas la même chose qu'un tablette, mais qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la liseuse électronique, je suis contre. Mais bon, mon avis, on s'en moque un peu de mon avis. Hein. Moi, je suis contre parce que moi, je pense que le livre électronique et le livre chez Amazon, c'est la mort du libraire. Voilà. Donc, moi, j'aime bien me balader dans la ville et rentrer dans une librairie. C'est ce que je préfère faire. Voilà. C'est donc rentrer dans une librairie et puis flâner autour des livres et puis prendre un livre au hasard. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire ça avec les systèmes électroniques. Je ne sais pas si on peut aller sur Amazon, se balader entre les rayons et cliquer et acheter. Ce n'est pas du tout le même rapport. Donc, je ne pense pas qu'une tablette électronique favorise l'industrie du livre. Voilà, je ne suis pas certain. Je crois même qu'elle va la tuer. Je pense qu'il y a de moins en moins de libraires dans le monde. Mais les libraires ne font plus leur travail. Comme les disquaires ne l'ont plus fait à un moment donné, ils sont morts. Ils n'en font pas les trucs abusifs. Ça dépend, monsieur, ça dépend. Les libraires sont sous la coupe des grandes maisons d'édition, qui vendent des Gallimard en France, de Noël et Plomb, et puis c'est tout. Ah, en France, moi je ne m'occupe pas de la France. Voilà. La France est un pays qui m'est étranger maintenant. Donc je ne m'occupe pas du tout de la France. Moi je m'occupe de la librairie en Tunisie. Donc, moi j'ai la chance d'aller chez des libraires qui lisent des livres. Et j'ai un libraire, je dérange tout le temps parce qu'il est en train de lire des livres. Alors il a pas très bon goût, hein, on va dire, mais au moins il lit des livres et il conseille ses lecteurs. Donc voilà, ça je trouve ça intéressant. Après les librairies dans les pays industrialisés, ça devient une industrie. Donc est-ce rentable ou pas rentable? Si c'est pas rentable, on élimine, voilà. Mais c'est pas le cas. On a la chance en Tunisie d'avoir des libraires qui lisent des livres et qui peuvent conseiller. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai rencontré. Donc et puis, il y en a aussi en France. Hein, il y en a à Paris aussi. Il y a des vrais libraires un peu partout. Après, c'est un peu supermarché en France et tout. C'est devenu... le livre est devenu un peu un yaourt. Donc, voilà. C'est encore moi. Ah, pardon, merci. Oui. En fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, selon moi, le combat, il concerne plus la qualité que la quantité de la lecture. Je m'explique. Aujourd'hui, je pense que, si on reprend l'exemple de votre grand-père, de la charrue et du bœuf, je pense qu'aujourd'hui, on est plus exposé à la lecture que lors de cette époque, mais la qualité n'y est pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est souvent dans la lecture de SMS, la lecture de statuts Facebook, la lecture d'articles qu'on nous jette comme ça dans les réseaux sociaux, on clique, on a accès à l'information, mais beaucoup moins dans la lecture d'ouvrages, de livres, d'encyclopédies. Donc ici, selon moi, Internet, et le sujet qu'on traite aujourd'hui, donne beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus accès à la lecture, mais pas à la qualité. Oui,
Je pense que le combat, il est là aujourd'hui. Oui, le fait de lire, oui, vous avez raison. Internet, on est obligé de savoir lire pour l'utiliser. Donc on lit. Les nouvelles technologies, elles lisent. Et c'est là où vous pouvez voir le décalage que ça va faire avec les gens qui ne savent pas lire. Eux, ils sont hors monde complètement. C'est-à-dire que vraiment, ça crée une fracture, cet Internet, puisque aujourd'hui, celui qui ne sait pas lire, ne peut pas l'utiliser. Vous voyez ? Mais vous avez raison, on lit de plus en plus et on lit de moins en moins de choses intéressantes. Mais alors là, si vous voulez résoudre ce problème, moi je vous conseille d'acheter mon livre, parce que peut-être ça va vous donner une petite envie de relire. Monsieur Georges. Monsieur. Ici. Ah, allez-y. Donc, je voulais vous remercier pour votre présentation. Je vous en prie. Donc, j'ai une question à propos du nom qui a été écrit ici, la Comédie Lumine 2.0. Donc, la comédie, ça s'est écrit normalement avec un C et Lumine 2.0. Donc, qu'en pensez-vous de la nouvelle écriture de la nouvelle génération, comme vient de mentionner le monsieur, qu'il existe maintenant des fautes d'orthographe. Donc, les gens ont tendance à écrire d'une nouvelle manière. Donc, ça, c'est peut-être le futur aussi, même la différenciation de l'écriture. Le langage en lui-même, il va changer, je pense, de l'écriture. Oui. Parce que si peut-être je vais lire quelques lignes et je vais trouver quelques fautes d'orthographe, est-ce que c'est exprès ou c'est pas exprès? Non, malheureusement. Voilà. Vous avez l'œil parce que vraiment. Mais effectivement, il y a quelques coquilles qui sont restées dans le livre, donc je m'en excuse. Pour en revenir à votre question, qui est très intéressante. La différenciation. Qui est très intéressante, jusqu'où on va aller? Voilà. On va aller jusqu'au message de ma fille que je vous ai présenté, vous voyez. On va éliminer les lettres et finalement on peut rester qu'avec les symboles. Donc moi j'écris, c'est vrai, en ancien français, donc c'est pas très moderne. Après, l'évolution du langage, elle ne dépend pas de nous. Hein, le langage, c'est un usage collectif, donc c'est l'usage collectif qui transforme les langues. Donc on le subira forcément, ou on le subira pas, je ne sais pas. En tout cas, moi je participe pas à ça. Enfin, si, je participe un peu, je joue avec, mais j'avais eu l'idée d'écrire un livre en langage SMS, mais c'est beaucoup trop compliqué. Et un livre, c'est surtout le style, vous voyez. Alors, le problème de cette écriture télégraphique, c'est qu'il n'y a pas de style. C'est un manque de style, vous voyez. Donc, ce que permet la langue française, plein d'autres langues, mais disons la langue française, parce que moi c'est celle que je connais, elle permet justement de travailler le style. Et je pense que la littérature, c'est du style. Je ne vais pas dire avant tout, mais c'est du style. Vous voyez. Alors, l'écriture, je ne pense pas que l'écriture SMS peut donner un joli roman, vous voyez. Je ne suis pas certain. Mais peut-être avec l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle, on sera des chimpanzés, on va devenir des singes, ouais. Oui, c'est sûr. Ouais. Oui, c'est tout à fait possible. Merci. Vous en prie. En écoutant on a l'impression qu'on est dans une impasse totale. Est-ce que l'homme, dans des cas pareils, à travers l'histoire, depuis toujours, a su surpasser ce moment, comme disait Hegel, et que, à la limite, un instinct de survie l'obligerait à vous répondre? Si j'interroge Hegel, je me dis peut-être, quand il me dit que c'est la fin de l'histoire, c'est peut-être la fin de l'histoire. Ouais, tout simplement. Est-ce que nous sommes arrivés à la fin de l'histoire? L'histoire nous le dira. On n'en sait rien. Ou le début de la fin d'un chapitre. On ne sait pas. Donc, c'est difficile de faire des prévisions parce que le monde évolue de manière tellement rapide et tellement inattendue que c'est difficile de dire ce qui va se passer. C'est très difficile. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, l'avenir du livre, même si l'édition mondiale est généreuse, l'avenir du livre est quand même menacé. Quand on voit les jeunes
qui sont plus sur leur smartphone, c'est sûr que bon, bah, voilà, s'il n'y a pas de public, bah, il n'y aura pas de livre. Mais on a dit la même chose quand la photo est arrivée, qu'elle allait tuer la peinture. C'est pas vrai. On a dit la même chose du cinéma, qu'elle allait tuer le théâtre. C'est pas vrai. On a dit la même chose de la télé, qu'elle allait tuer le cinéma. Et c'est pas vrai. Donc chaque alors là, c'est vrai. chaque fois, on se trouve face à un dilemme, c'est vrai, mais le livre restera, peut-être pas sous la forme qu'on voudrait. Peut-être que le livre jetable, le livre de gare qu'on achète pour la plage, je pense à certains écrivains mineurs qui se vendent à des millions d'exemplaires, peut-être que celui-là, on va le jeter, qu'on gardera des livres de qualité, et qu'on continuera à lire le roman de Renard, qu'on continuera à lire les Fables de La Fontaine, d'autres livres comme ça, et puis ça restera. Peut-être, oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais bon, pour reprendre votre comparaison, vous apercevez que chaque nouvelle invention est en train de... disons que ça minimise un peu vous parlez du cinéma et du théâtre, vous parlez de la télévision et du cinéma. Le théâtre, c'est jamais aussi bien. Oui, ah oui, non, absolument. Voilà. Mais le théâtre, ça fait très longtemps qu'il est là. On peut le tuer, c'est ça qui est fascinant. Voilà. Non, on pourra pas le tuer. Pourquoi est-ce que... j'espère. Qu'est-ce qui va changer ce monde de temps? Je ne sais pas. Je trouve qu'il a une forme parfaite. Non, mais le contenu. Ah les contenus, ça, c'est libre. Oui, c'est sûr. Ça y est. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup de vous être déplacé. Je fais des dédicaces si vous voulez. Je gribouille sur vos livres.